aujourd'hui trop d'emprise sur nos vies? Aurait-elle perdu son rôle de service pour devenir dominante? Une chose est sûre, les ménages s'endettent, parfois même pour partir en vacances, et le phénomène de l'usure refait surface. Nous en parlons dans la deuxième partie de cette émission. L'usure. Sous ce mot banal se cache un phénomène inquiétant qui touche les familles les plus pauvres, contraintes, car elles sont déjà surendettées ou n'ont pas accès au système bancaire, d'emprunter de l'argent à des usuriers, ceci à des taux exorbitants. Ce phénomène touche particulièrement l'Italie, mais aussi les pays les moins développés. Benoît XVI, la semaine dernière, a eu des mots très durs contre l'usure, qu'il a qualifié de plaie sociale inadmissible. Mais l'usure n'est-elle pas finalement représentative de notre système économique et financier, avide de rendement, et qui souvent oublie les hommes qui se cachent derrière les chiffres? Ces dernières années, les délocalisations vers des pays où la main-d'œuvre est moins chère, scandales financiers spectaculaires qui laissent appauvris les petits actionnaires ne se comptent plus. La finance a-t-elle trop d'emprise sur nos vies? Paul Debinski est économiste et dirige l'Observatoire de la finance à Genève. Catholique engagé, il cherche à sensibiliser les milieux financiers à la recherche du bien commun. Concilier le bien de la communauté, celui des organisations et celui des personnes est au cœur de ses réflexions. Paul Debinski, que vous inspire l'usure et comment peut-on y remédier? Nous vivons actuellement ces 10 ou même peut-être ces 5 dernières années dans un phénomène où l'endettement des ménages flambe. Là, on n'est pas nécessairement dans le taux de l'usure au sens juridique du terme, on n'est pas nécessairement sur des taux qui dépassent certaines limites juridiquement articulées, mais il y a une amplification très nette du crédit personnel. Alors, ce crédit personnel, c'est quand même une vulnérabilisation des personnes et des familles, en tout cas c'est de cette manière qu'on peut le lire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a la question du contrôle que peut exercer la Banque centrale, voire les institutions de surveillance bancaire, sur le niveau de prêt à des ménages ou à des catégories de ménages, etc. Il y a une autre voie d'action, je pense, c'est par l'éducation, et ça c'est quelque chose qui est très très important aujourd'hui. L'éducation de la population en général, peut-être des jeunes aussi, à des éléments de culture financière pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un crédit, comment est-ce que ça se manipule, comment est-ce qu'on calcule les taux, qu'est-ce que ça implique à moyen terme, qu'est-ce que ça implique à long terme, etc. Parce qu'il y a encore une fois, dans les pays, en tout cas de l'Europe et aux États-Unis, il y a une pression publicitaire extrêmement forte pour, n'est-ce pas, faire de l'instantané, se faire plaisir, faire sauter les contraintes à court terme, et on le voit à la télé, sur Internet, sur les panneaux publicitaires, etc. Donc je pense qu'il y a à la fois une action réglementaire éventuelle de surveillance, mais on est quand même dans des sociétés libres, donc les gens devraient être capables de juger jusqu'où ne pas aller trop loin, et puis il y a la question de l'éducation, et là je pense qu'il y a une asymétrie très forte entre ceux qui comprennent comment ça fonctionne et quelles sont les implications, et ceux qui, je ne veux pas dire par désespoir, mais par lassitude quelque part, de ne pas voir tellement de lumière au bout du tunnel, de temps en temps se dit, allez, je m'endette, je prends, je sais pas, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros pour partir en vacances, pour ci, pour ça. Aujourd'hui, il y a des crédits pour financer des vacances, donc on part en vacances à crédit. L'Église a longtemps refusé le prêt avec intérêt. Le Vix Pervenit, je crois que c'est la dernière fois que l'Église prend officiellement position sur la question, mais ne la tranche pas, c'est milieu du XVIIIe siècle. Il y a toujours on pourrait dire, ambiguïté par rapport au prêt à intérêt. Mais je pense que là, on n'est pas tellement dans le phénomène pur de l'usure, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus profond. Est-ce que l'argent tout seul peut générer de l'argent? La réponse est claire que non, qu'il y a toujours une collaboration avec le travail de l'homme. Mais maintenant, quand on introduit une rémunération du capital sous la forme d'un intérêt, on a l'impression que c'est l'argent qui génère de l'argent, donc en quelque sorte on fait abstraction de la coopération avec le travail, avec l'homme, et puis on peut effectivement se poser la question si un automatisme de rémunération qui ne tient pas compte de ce qui se passe avec le projet éventuellement
de comment est rémunéré le travail, etc., si ce mécanisme lui-même est compatible avec une doctrine sociale qui met l'homme au cœur de toute activité socio-économique. Ce qui est assez frappant en quelque sorte, c'est que les trois religions du livre ont quand même on pourrait dire entre guillemets, une difficulté avec le prêt à intérêt. Aucune de ces religions n'est parfaitement à l'aise avec la chose. En tant que catholique, quel regard portez-vous sur le monde financier d'aujourd'hui? Je porte un regard inquiet dans la mesure où j'ai l'impression que durant les 30 dernières années, la finance a pris une place extraordinairement importante, surtout dans l'économie des pays développés, et qu'on assiste non seulement à un développement des activités financières, mais on a aussi ce que j'appelle la financiarisation des mentalités. C'est notre besoin de ces services pour nous couvrir contre tout un tas de risques, pour rentabiliser n'importe quelle respiration que l'on a pendant la journée, etc. Il y a un souci, je crois, qui est tout à fait nouveau en termes de longue période. Et même dans les entreprises, l'objectif d'une activité entrepreneuriale aujourd'hui est avant tout la rentabilité du capital, c'est-à-dire un taux, et non plus tellement dégager un profit ou un surplus qui permet aux entrepreneurs ou aux actionnaires de vivre dignement. Là, il y a quelque chose quand même qui, du point de vue éthique, pose problème. Éthique et finance sont-elles forcément opposées? Non, je pense que la finance a un rôle extrêmement important dans la vie d'une société, puisqu'elle permet à l'épargne de se transformer ou de trouver le chemin de l'investissement. Donc je pense que la finance a un rôle extrêmement important, mais c'est un rôle de service et pas un rôle de domination. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est peut-être dans une finance dominatrice, que ce soit par le taux d'intérêt qu'il faut dégager ou par le taux de rentabilité du capital qui est devenu, il y a un livre récent, il y a une année ou deux, sorti en France qui s'appelle Les 10 commandements de la finance, mais c'est absolument extraordinaire. On a l'impression de lire un décalogue de service au dieu capital à rémunérer. Le danger, c'est que de servantes, les finances deviennent dominatrices. Vous estimez que la finance doit être au service de l'homme et du bien commun, mais comment peut-elle le faire? Je pense qu'il y a un certain nombre de réflexions à mener et de pratiques à adopter. La première difficulté de la finance, c'est qu'elle s'est éloignée des conséquences et des processus sur lesquels elle exerce une emprise. Donc, comment réduire cette distance? Ça, c'est une première chose, et il y a des possibilités. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la finance solidaire qui se développe, de finance de proximité, etc. Bien sûr, c'est des micro-réalisations, mais il y a cette idée de sortir de l'anonymat de la relation financière, d'avoir une relation face à face, etc. Il y a la dimension pour le milieu financier, de réexaminer les modes de rémunération qui sont pratiqués dans ce milieu, parce que les modes de rémunération, c'est quand même des incitateurs forts. Troisième aspect important, c'est la question de l'éducation du grand public, en tout cas dans les pays occidentaux, sur quels sont les instruments financiers, quel est leur rôle dans la vie privée. J'ai l'impression qu'il y a un peu un savoir, on pourrait dire presque il n'est pas gardé secret, mais en tout cas il n'est pas très facilement accessible. Ça c'est une troisième dimension. Et finalement, une quatrième dimension, aujourd'hui, on a misé notre avenir sur les fonds de pension, n'est-ce pas, qui ont de la peine à gonfler ces derniers temps, mais enfin, on a mis notre espoir dans l'accumulation du capital sans qu'il y ait une réflexion au niveau sociétal, au niveau politique, de qu'est-ce que cela implique. En fait, on s'est bâti, à partir d'un certain nombre de promesses de rente, tout un système qui est en train peut-être de nous entraver à court terme. Donc on s'est bâti un paradis à long terme avec des rentes de retraite et avec 40 ans de vie après le travail, qui me paraissent depuis toujours totalement illusoires et probablement il n'y a pas les moyens qu'elles soient tenues, mais le monde politique est prisonnier de cette promesse, il a peur d'abattre les cartes, parce que ça peut faire mal, alors on se balade dans un monde un peu merveilleux mais totalement illusoire, et ça je pense que la finance n'est pas seule, entre guillemets, coupable, mais elle y contribue pour beaucoup, parce que c'est clair que les fonds de pension est une source de recettes extrêmement forte pour le monde de la finance. Paul Dambisky était interrogé